les amis. Ok, donc pour compresser cette représentation, ce qu'on a besoin de faire, c'est compresser les points de contrôle, qui sont des x, y, z. En plus, elles sont bien distribuées sur une grille, donc ça ne pèse pas très lourd pour la compression. Donc MP4 utilise les NURBS tels que définis aussi en VRML et compresse ces points de contrôle en permettant de créer n'importe quel type de surface non uniforme. Un autre concept qui est un peu à la, disons, un mi-chemin entre les tâches et les polygones sont les surfaces de subdivision. On a vu les limitations des représentations par polygone. On a dit, pour avoir des représentations lisses, on doit avoir un échantillonnage très dense, mais un échantillonnage très dense conduit à un nombre très grand des sommets. Donc, on essaie d'éviter le nombre d'avoir un échantillonnage grand. Et donc, les surfaces de subdivision, c'est un peu le mi-chemin entre eux, et qui dit je vais avoir un maillage de base qui est représenté par un IFS sur lequel je vais essayer d'avoir des contraintes de continuité. Ça veut dire je vais essayer, à partir du maillage de base, d'inventer des nouveaux sommets, d'ajouter des nouveaux sommets, mais la manière de choisir la position 3D de ces nouveaux sommets est telle que dans le voisinage du sommet ajouté, je vais essayer d'être continu par rapport au dérivé. Continu par rapport au dérivé, ça veut dire visuellement plus lisse. Et bien sûr, il y a des messieurs très intelligents qui se sont pris à cette question et ils ont inventé des règles de subdivision justement qui permettent d'avoir ce type de continu. Donc, le point de départ, c'est mon maillage blanc. D'accord? C'est le maillage de base. Et je veux le raffiner, ajouter des points et obtenir un maillage qui est plus lisse. Là, c'est notre problème. Ajouter des points, je peux le faire de manière très simple. Chaque arrêt, je vais le diviser en deux. Et le point médian de chaque arrêt, c'est mon nouveau point inventé. Si je ne le déplace pas, s'il reste exactement sur l'arrêt, je ne vais pas obtenir une continuité. C'est exactement le même maillage. Mais si je le déplace localement, par rapport à certaines règles de subdivision, je vais faire que le maillage devient plus lisse. Imaginez-vous un exemple tout simple. Vous avez deux points, là on est vraiment dans le virtuel parce que c'est pas prénom. Vous avez deux points et une ligne entre les deux. Ce n'est pas du tout continu. Si vous ajoutez un point au milieu que vous allez déplacer sur la verticale, vous allez avoir un triangle. Ça, c'est pas continu non plus. Et si vous continuez, vous allez retrouver à la limite un cercle qui a une continuité N. Donc, par ce mécanisme de subdivision locale, on peut aller vers une continuité N de notre maillage. Et donc, il y a différentes règles de subdivision. Ça, ici, vous avez un schéma qui s'appelle butterfly, parce que ça ressemble à un papillon, où le point central, le vert, qui a été inventé, la position du point X, Y, Z, du point vert, va être calculée par rapport au voisin du papillon. Okay? Donc, un nouveau point qui apparaît, et il va être, si vous voulez, déplacer sur la verticale, en essayant d'avoir une continuité par rapport à ces voisins. Voilà ce qu'on peut obtenir. Si vous partez de cette représentation, en ajoutant des points, vous voyez déjà, à partir de ce triangle, qui va être raffiné, donc ça correspond à celui-là,
raffiné avec 3 points qui vont être déplacés, j'obtiens déjà une sorte de forme qui commence à être plus continue. Et si je continue à l'infini, même avant l'infini, j'arrive à des sphères avec suffisamment de points pour donner la sensation visuelle que c'est un objet lisse. À nouveau, pour résumer tout ça, les points qui ont été ajoutés ont été déplacés par la contrainte du continu. C'est tout. C'est une règle de subdivision. Si on veut coder cela, parce qu'on parle toujours du codage, on doit coder le maillage de base, comme en IFS, comme avant, et on doit spécifier comment on va faire la subdivision. C'est tout. Donc, du point de vue connectivité, on va coder juste la connectivité du maillage de base. Du point de vue de la géométrie, juste la géométrie du maillage de base. Et on va après dire qu'il faut suivre la règle de subdivision donnée par certaines équations. Quelques exemples, parce que vous imaginez qu'il y a plusieurs règles de subdivision, et ce n'est pas unique. Il y a 3, les plus connus, Catmull Clark, Loop et Butterfly, celles que je vous ai illustrées. Visuellement, entre les règles, il y a des différences. Si notre maillage de départ est cette pyramide, double pyramide, si j'applique un loop, une subdivision de type loop, je vais retrouver une sphère, comme je m'attendais, en tout cas un maillage lisse, de cette forme-là. Si j'applique un butterfly, je vais aller aussi vers un maillage lisse qui a cette forme-là. Le butterfly est connu pour préserver le volume. Mais en général, toutes les règles de subdivision, quand vous les appliquez à plusieurs fois, vous arrivez vers des sphères. Pourquoi? C'est parce que par définition, les règles de subdivision vont vers la continuité n. Donc, comme la sphère est la continuité n, forcément vous allez trouver des sphères. Ok. On a vu déjà les maillages subdivisés. La règle de subdivision ne va pas vous conduire au lapin qu'on a vu tout à l'heure. Donc si on prend l'exemple du lapin, le maillage de base est le lapin très déformé, celui qui a très peu de triangles. Et en le raffinant, malheureusement avec les règles de subdivision, vous n'allez pas retrouver le maillage de lapin à 70 000. Vous allez retrouver une sphère, parce que par définition ça fait. Toutefois, ce qu'on veut avoir dans les applications, on veut retrouver notre lapin bien défini, en haute résolution. C'est pour cela qu'il y a des outils spécifiques, par exemple le Wavelet Subdivision Surfaces, qu'est-ce qu'il fait? Il impose des contraintes sur l'espace de notre arrivée. Si on laisse les règles de subdivision se propager, on va arriver vers des sphères. Si, à certains moments, on va corriger l'effet de la surface de subdivision pour arriver à des maillages cibles, on peut arriver à d'autres choses que des sphères. Mais pour que cette correction ait lieu, il faut indiquer des déplacements ponctuels pour chaque sommet. Ok, j'essaie d'expliquer. Vous avez le maillage de base, le tétraèdre. Vous avez le maillage cible, la sphère. Malheureusement, c'est une sphère, mais il ne faut pas la considérer comme une sphère. C'est une sphère spécifique. Donc, je veux, en subdivisant le tétraèdre, arriver à cette sphère spécifique. Si je fais une subdivision quelconque, je ne vais pas arriver à cette sphère, je vais arriver vers une autre sphère. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer une subdivision
comme d'habitude, en prenant les sommets de milieu, je vais spécifier avec la règle de subdivision pour avoir la continuité, mais sur lesquels je vais ajouter des détails, de telle manière de les forcer à être sur le maillage cible. Donc par subdivision, mon tétraèdre, le point par subdivision, le point de ce tétraèdre, il va se mettre à une certaine position, qui est donnée par la règle de subdivision. Mais je vais le forcer dès le début d'être sur le maillage cible. Je vais le projeter sur le maillage cible. Et donc il y a un déplacement à coder. Il se déplace de 2 cm par la règle de subdivision, et je vais le déplacer moi de 100 cm sur notre direction, disons, pour le mettre sur le maillage cible. Donc il y a toujours des offsets à coder, des détails. Oui. Ainsi, vous voyez, dans la première subdivision du tétraèdre, j'obtiens ce point, je vais le forcer tout de suite à être sur la sphère. Par la règle de subdivision simple, il n'arrivait pas directement sur la sphère. Et ainsi de suite pour les autres. Donc, tout de suite, tous les enfants, tous les sommets enfants sont projetés sur la sphère. Et donc, pour tous les sommets enfants, je dois ajouter un détail. Cette représentation hiérarchique des détails à coder a des propriétés qui me permettent d'avoir une décomposition par onglet. Vous avez des onglets? Bon, les onglets, c'est des fonctions. Vous avez fait la DCT? Peut-être. Non, la DCT. En compression, disons, les caractéristiques d'un signal. Pour quel signal? Prenons le signal image. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Vous avez dans l'image des couleurs, des pixels qui ont des couleurs. C'est ça ce que vous allez transmettre. Premièrement, dans les couleurs, vous ne pouvez pas avoir des séparations claires entre les couleurs des pixels voisins. Il y a beaucoup de redondance en général pour des images réelles entre les couleurs des pixels voisins. Vous ne savez pas non plus, dans une image, que l'énergie, l'information est concentrée à droite, à gauche, en bas, en haut. L'image peut être n'importe quelle. Donc, la première chose d'un schéma de compression, c'est valable pour tous les signaux, c'est d'arriver dans un espace de représentation pour lequel vous avez des informations a priori, pour lequel vous savez l'énergie dans ce nouveau espace est concentrée là, à droite, à gauche, là, peu importe où, mais dans un certain endroit. Pourquoi? Parce que vous allez traiter cet endroit différent par rapport à d'autres échantillons. Le DCT. Qu'est-ce que le DCT fait? Vous prenez les couleurs des pixels. Vous les transformez avec une transformation DCT. Vous appliquez une transformation DCT qui ne fait ni plus ni moins qu'une multiplication avec une matrice où il y a des coefficients DCT. Et ça vous donne un spectre de fréquence. Ça vous dit, pour une fréquence telle, l'amplitude du signal est telle. Pour une fréquence telle, l'amplitude du signal est telle. Pour l'audio, vous avez le spectromètre. Oui. Quand vous écoutez de la musique parfois, il y a des visualiseurs qui vous présentent les fréquences. À partir de la fréquence continue jusqu'à basse fréquence, jusqu'à haute fréquence. Et par rapport au type de musique, à la musique même, vous avez des différentes amplitudes pour chaque fréquence. En général, quand vous regardez ce spectromètre, il y a beaucoup d'informations qui est concentrée sur la fréquence 0, sur la composante continue, et qui décroît par rapport dès qu'on monte dans les fréquences. Il y a aussi des systèmes qui ne sont pas percés, qui ne peuvent pas percevoir les hautes fréquences. Évidemment, l'oreille humaine, il a une certaine plage de fréquence qu'on peut capter. Tout le reste,
vous les enlevez, vous ne sentez pas la différence. Il y a des différences entre les différentes oreilles, différentes personnes, mais en général, pour une personne quelconque, il y a un certain spectre qu'on peut associer. Donc, DCT, il calcule l'amplitude pour chaque fréquence. Et comme l'énergie est concentrée sur une partie du spectre, sur la partie continue et les basses fréquences, je vais traiter cette partie d'une manière spécifique en essayant de ne pas avoir trop de pertes dans cette partie et avoir plus de pertes pour les hautes fréquences. On est venu sur le DCT parce qu'on parlait des ondes. Le DCT, c'est une composition par rapport à des cosinus. Oui. Je prends mon signal et je vais l'écrire comme une somme du cosinus. N'importe quel signal peut être représenté comme une somme du cosinus. Je peux choisir d'autres fonctions. Et les ondelettes sont des fonctions qui ont certaines propriétés qui me permettent d'écrire mon signal comme une somme de fonctions. Il y a certaines propriétés pour les ondelettes qui sont le fait qu'elles sont perpendiculaires. Imaginez-vous un vecteur 3D, si vous le projetez dans l'espace 3D x, y, z, les x, y, z sont perpendiculaires. Et pareil pour les fonctions ondelettes. Dans l'espace quelconque, elles sont perpendiculaires. Ça veut dire qu'un changement dans une des axes n'impacte pas les autres axes. Donc, j'ai cette décomposition de mon signal en ondelette. Je connais certaines caractéristiques de l'espace ondelette, donc je peux faire une compression spécifique par rapport à cet espace. Des ondelettes 3D sont utilisées pour la 3D, les ondelettes 2D pour l'image, et l'image hypercumie utilise des ondes 2D. Mais bon, là c'est un autre point. Donc, ces offsets doivent être compressés, codés pour chaque nouveau point, sont représentés dans un espace d'ondelette hiérarchique. Et au décodeur, je reçois le maillage de base, je commence à subdiviser et je commence à recevoir des détails pour chaque sommet que je subdivise. Je décode le détail, j'envoie le sommet sur le maillage ci, et ainsi de suite. Donc, très vite, de mon petit lapin qui était en basse résolution, celui affiché là, je peux obtenir le lapin en grosse résolution, en bonne résolution, en utilisant une représentation en tête. Ok, on va finir la représentation en tête sur notre petit lapin. Donc, vous avez le maillage de base, oui, triple triangle, et chaque triangle va avoir associé, ça s'appelle un zéro tri, c'est la représentation hiérarchique des ondes. Vous recevez le maillage de base. Et après, avec la caméra, vous êtes, disons, devant le lapin, quand vous avez une station, vous êtes devant le lapin et vous dites, bah, comme je suis devant le lapin, ça n'a pas d'intérêt de raffiner la queue, le corps et la queue, je vais raffiner que la tête. Vous savez quels sont les détails qui doivent être raffinés pour la tête, parce que ça c'est le bit stream. Oui. Donc vous décodez celui-là, vous raffinez la bouche, vous décodez celui-là, le corps de face. Et donc vous pouvez choisir dans le bit stream, ou c'est le serveur qui va transmettre, ça dépend quel type de scénario on va inventer. Mais en tout cas, on sait à chaque partie du lapin quelle partie du bit stream correspond. Et donc, quand on visualise le lapin de face, on ne va pas décoder que le bit stream, mais on va décoder que les portions qui correspondent au raffinement du maillage pour la tête et pour la partie frontale. C'est marrant pour le lapin, mais c'est beaucoup plus intéressant pour le terrain. Là, vous avez la représentation d'un terrain, il s'agit d'un vrai terrain géographique, avec la caméra qui se trouve là et qui a un angle de vue de ce point. Vous imaginez, ça c'est une carte. Donc, autour de la caméra, dans la direction de vue, j'ai besoin de raffiner le maillage, parce que c'est exactement ce que je vois à l'écran. Les zones qui sont loin de la caméra, pas besoin de les raffiner trop, je les vois très loin de la caméra, donc un maillage
basique suffit. Les zones qui ne sont même pas vues par la caméra, je les transmets du tout. Donc un maillage de base et après des raffinements là où j'ai besoin. Et je vais vous présenter un joli film qui vous montre ça. Voilà. Pour le moment, juste un instant pour lui donner la capacité d'afficher. Attendez 2 minutes. On va finaliser avec ça. Ok, ça doit marcher. Donc un petit film qui fait une simulation de la visualisation de terrain en utilisant ce concept. Donc là, il y a la caméra qui navigue dans le terrain. On voit, vous avez toujours l'impression de voir un maillage dense. Parce que c'est un maillage raffiné par là où la caméra passe. Ok? Là, c'est la visualisation de maillage. Et quand on monte, on arrête le raffinement. Quand on monte dans la scène, désolé, je vais l'arrêter un peu plus tôt. Quand on monte dans la scène, on voit quelles sont les parties de maillage qui ont été raffinées. C'est exactement par où la caméra est passée. Là, loin, c'est pas raffiné, mais on ne se rend même pas compte parce que c'est loin. Et le raffinement est fait en temps réel, donc les détails sont reçus en temps réel du serveur par rapport à la position de la caméra. Donc, là. Donc vous voyez, c'est pas ici que la caméra est passée, c'est un bon raffinement. La caméra n'est pas passée par là, c'est un raffinement à quelques bons dizaines de kilomètres. Okay. Et donc on voit toute la zone qui a été raffinée. Parce que j'ai descendu du haut de la montagne et je me suis tourné. Voilà. Okay. Donc ça c'est pour la visualisation du terrain. Le même concept est utilisé aussi pour la visualisation des villes, avec une différence. Là, ce que vous voyez, c'est l'empreinte au sol d'une ville. Oui. Vous êtes loin, très loin de la ville, vous avez une empreinte au sol qui correspond à des quartiers entiers. Donc, on verra dans le film, parce qu'il faut un peu d'imagination. Je m'approche, je commence à raffiner l'empreinte au sol des quartiers jusqu'à arriver à des bâtiments, et sur lesquels j'ajoute l'élévation. Et donc, ce que vous voyez là, comment c'est construit. L'élévation, c'est par une extrusion avec le moteur, on a plaqué les textures, mais la géométrie est toujours obtenue dynamiquement par rapport à la position de la caméra. Et donc, bien raffinée dans le voisinage de la caméra, jusqu'au niveau du bâtiment, voilà l'empreinte au sol du bâtiment. Tout ce qui est loin de la caméra, les bâtiments qui sont par là, ou même pas visibles, ont un niveau de détail assez bas, parce qu'il n'y a pas besoin de raffiner le bâtiment, ou un ensemble des bâtiments. Voilà. D'ailleurs, ça se voit de temps en temps, il y a des bâtiments qui se séparent en deux, justement parce que je m'approche et je commence à raffiner les bâtiments. Donc, vous imaginez ce type de scénario très connu aujourd'hui, parce que Google propose ça, avec la seule différence que pour jouer du contenu Google, pour vous visualiser, il vous faut en 3D avec des bâtiments, il vous faut un bon PC, parce que Google n'utilise pas la représentation hiérarchique, il vous envoie les bâtiments tels qu'ils sont. Mais ça, voilà, là, par où la caméra est passée, on a vu le raffinement. Si la caméra n'est pas passée dans le quartier nord, jamais il faut aller dans le quartier nord, et puis il n'y a rien qui est raffiné. Ok? Bon, on arrête ici, on continue
demain avec la partie finale de modélisation et on va passer à l'animation. Mais non.